Cette vidéo revient sur une séance de travail de 2 heures autour de la notion de solubilité. Elle reprend dans un premier temps la différence entre la dissolution et la dissociation. Elle pose ensuite la définition de la solubilité, avec inclus la notion de solution saturée et de suspension. Elle présente ensuite la possibilité de créer des solutions sursaturées. Elle montre comment nous allons décider si c'est soluble ou insoluble à partir de tables. Et puis, elle pose finalement le formalisme que nous allons utiliser pour représenter cette solubilité. Nous avons vu que dans l'eau, les composés covalents et les composés ioniques se comportent de façon différente. Les composés covalents, s'ils sont solubles, vont simplement se dissoudre, c'est-à-dire mélanger leurs molécules avec les molécules d'eau. Les composés ioniques, à nouveau, bien sûr, s'ils sont solubles, vont non seulement se dissoudre, mais également se dissocier, c'est-à-dire que les molécules vont se mélanger parmi les molécules d'eau, mais elles vont également se séparer en deux, c'est-à-dire que vont se dissocier l'ion positif et l'ion négatif, c'est-à-dire le cation et l'anion. En effet, la liaison ionique qui maintenait les deux ions ensemble n'est en fait qu'une attraction physique. Il ne s'agit pas, comme dans la covalence, d'électrons qui gravitent autour des deux atomes et qui maintiennent réellement ces deux noyaux ensemble. Il n'y a ici qu'une interaction physique qui peut être brisée. Cette attraction peut être remplacée par l'attraction aux charges delta plus et delta moins que l'on observe dans la molécule d'eau. Sur notre dessin ici, nous voyons même que ces ions, une fois qu'ils se sont détachés, peuvent se déplacer avec une série de molécules d'eau qui restent figées autour d'eux par attraction électrostatique justement. Nous avons en haut un cation Na+, un cation sodium. Pour rappel, les cations gardent le nom de l'atome. On est donc obligé de préciser qu'il s'agit de cations parce qu'on peut les confondre avec l'atome. Et l'ion Cl- qu'on appellera chlorure, donc du coup on n'est pas obligé de préciser qu'il s'agit d'un anion puisqu'il finit en ure et que cela signifie qu'il est chargé négativement, est également hydraté, c'est-à-dire qu'il se déplace également avec une série de molécules d'eau qui le suivent, même si ces liaisons peuvent bien entendu se faire et se défaire. Nous avons également parlé de la limite de la solubilité. Il s'agit d'une limite, c'est-à-dire que c'est le maximum que l'on puisse dissoudre dans un certain volume de solvant. Et elle est différente selon les substances. Nous avons ici sous les yeux la solubilité du sucre, qui est de 2 kg par litre, tandis que la solubilité du sel n'est que de 360 grammes à peu près par litre. Par exemple, si je souhaite dissoudre 200 g de sel dans 500 ml d'eau, eh bien il va falloir que je réfléchisse si c'est possible de le faire ou pas. Et c'est la solubilité qui va me permettre cette réflexion. La solubilité du sel m'indique que je peux dissoudre au maximum 358,5 g de sel dans 1000 ml d'eau. Une règle de proportionnalité nous permet donc de déterminer qu'il ne sera dans notre cas possible de dissoudre que 179,25 g de sel dans nos 500 ml. Comme 200 g c'est plus grand que la limite de la solubilité, je ne vais pas pouvoir dissoudre et si je mets ces 200 g dans les 500 ml, je vais créer ce qu'on appelle une solution saturée. Mais une solution saturée, pour la préparer, il suffirait de mettre ces 179,25 g dans les 500 ml. Là, en plus, il y aura une suspension, c'est-à-dire du sel qui ne sera pas dissous. On utilise le terme solution saturée parce qu'elle est saturée en soluté. Donc le soluté ici, notre sel. Cela signifie qu'en fait, on ne peut plus rajouter de soluté et le dissoudre dans cette solution. Il n'y a plus suffisamment de molécules de solvant pour dissoudre ce soluté. Il est possible d'augmenter la solubilité, notamment en chauffant. Avec l'agitation des molécules qui augmente, on peut dissoudre plus de soluté. Si on laisse maintenant refroidir tranquillement notre solution sans la brusquer, eh bien, on peut arriver à maintenir ces 200 g dissous, même si la température diminue. Ce n'est pas normal, dans le sens où il y a trop de soluté par rapport au solvant. On appelle cela une solution sursaturée, et on dit qu'elle est instable. Pourquoi est-ce qu'elle est instable ?
parce qu'il suffira d'une petite chose qui va perturber la solution pour que on revienne directement à notre solution de départ avec sa suspension. Parmi les choses qui peuvent magnifiquement bien perturber cette solution et provoquer justement la précipitation de tout ce sel au fond du bécher, eh bien c'est l'introduction d'un petit cristal. Parce que si on met un petit cristal, eh bien les ions vont pouvoir venir se positionner très facilement pour faire grandir ce cristal. On dit que l'on ensemence la solution. On peut aussi gratter avec une baguette de verre sur le côté du bécher. Ça nous permettra de créer peut-être une rayure, et sur cette rayure, on aura la possibilité plus facilement de faire naître un cristal. Dans la table CRM, vous trouvez les solubilités de beaucoup de substances. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un petit peu ces valeurs. On a des choses qui peuvent être très différentes, comme par exemple ici le nitrate d'argent, qui a une solubilité de 122 grammes dans 100 ml d'eau. 122 grammes dans 100 ml d'eau à 0 degré. Si on regarde la substance juste en dessous, l'oxyde d'argent, lui, on ne peut en dissoudre que 1,3 mg dans 100 ml à 20 degrés. On voit donc qu'on a des solubilités qui sont extrêmement différentes. On peut dire très peu soluble, soluble, très soluble. Maintenant, on va avoir besoin parfois de pas avoir toute cette nuance de gris et de décider c'est soluble ou ce n'est pas soluble, c'est-à-dire c'est insoluble. À ce moment-là, on utilisera la table qui est dans la page 254, qui est moins précise dans la mesure où elle ne nous offre pas des valeurs, mais ici, on définit une limite. En dessous de 1 g par litre, on va considérer que la substance est insoluble. Et au-dessus de 1 g par litre, on va considérer qu'elle se solubilise. Au niveau formalisme, pour décrire des phénomènes de dissolution ou de dissociation, nous utiliserons le symbolisme des parenthèses et de l'état physique dans le cas d'une dissolution simple. Le sucre qui se dissout dans l'eau passe de l'état solide à un état dit aqueux, c'est-à-dire dissous dans l'eau. S'il n'y a pas de dissolution, comme dans le cas du CaCO3, pour qui nous observons donc ici une petite flèche vers le bas qui indique que la solubilité dans l'eau est inférieure à 1 g par litre, ce que nous allons considérer comme insoluble, il n'y a pas de changement. Nous avons notre CaCO3 qui va rester solide. Cela formera un mélange hétérogène, alors que lorsque nous utilisons l'acronyme AQ pour aqueux, cela signifie que nous avons affaire à un mélange homogène. Dans le cas du PbCl2, nous avons cette fois affaire à quelque chose qui se dissout dans l'eau, puisque nous avons ici un point, c'est-à-dire une substance qui a une solubilité supérieure à 1 g par litre. La molécule étant constituée d'un métal et d'un non-métal, nous avons affaire à un composé ionique, c'est-à-dire qu'il ne va pas seulement se dissoudre, mais il va également se dissocier. On pourrait se contenter d'écrire la chose suivante, un chimiste comprendra cette écriture. Toutefois, nous allons faire mieux et préciser que nous avons affaire à des ions. On peut se reporter au tableau pour retrouver ces ions. Il ne faut pas oublier toutefois d'indiquer, si on fait cette séparation, qu'il y avait dans la molécule 2 chlorures, 2 ions Cl-, puisque ici on a le chiffre 2, et donc ces 2 ions Cl- ont été séparés par l'eau, et nous avons affaire à 2 ions chlorure ici. Vous pouvez faire l'exercice pour le dernier cas, Ag2SO4.